Avant de commencer ce récit, prenez le temps de abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucune histoire aussi captivante, sombre et mystérieuse. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? Il est toujours important de savoir jusqu'où ces histoires peuvent aller. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre ce n'est pas qu'une histoire, c'est un avertissement. Le manoir se dressait isolé dans la campagne française, entouré de champs silencieux et d'arbres centenaires qui semblaient défier le temps avec une obstination presque humaine. Construit à la fin du XIXe siècle, le domaine était abandonné depuis des décennies. Aucune famille n'y avait résidé longtemps. Le lieu n'était pas un circuit touristique et ne suscitait aucun intérêt historique officiel. Pourtant, les archives suffisaient à justifier sa discrète notoriété. Des incendies inexpliqués, des héritiers disparus prématurément, des employés qui ont quitté leur poste sans prévenir. Adrien Moreau connaissait tous ces détails lorsqu'il a signé le contrat d'achat. Milliardaire de l'immobilier, Adrien a bâti sa fortune en transformant des ruines en entreprises lucratives. Pour lui, les histoires d'abandon n'étaient que des obstacles narratifs qui augmentaient la valeur de revente finale. À 54 ans, il suivait une routine rigoureuse, prenait des décisions froides et affichait une confiance en soi frôlant l'arrogance. Le manoir français représentait, en théorie, un simple projet de restauration haut de gamme, susceptible d'être converti en hôtel de luxe ou en résidence exclusive. Le vendeur avait insisté sur des clauses inhabituelles, pas de visite du sous-sol avant la signature et aucune responsabilité quant à ce qui pourrait se trouver sous la maison. Adrien accepta sans hésiter. Pour lui, un contrat était un document, pas une simple notification. La première visite eut lieu par un matin gris. Le manoir se dressait, imposant et silencieux, ses hautes fenêtres reflétant un ciel lourd. Le portail rouillé s'ouvrit facilement, dévoilant un jardin envahi par les hautes herbes et parsemé de statues partiellement recouvertes de mousse. Le silence qui y régnait n'était pas paisible. Il était dense, comme s'il absorbait le moindre bruit de pas. Adrien parcourut méticuleusement les couloirs. Il examina les fissures, les sols, les poutres. L'intérieur empestait le vieux bois humide et la poussière accumulée. Aucun signe évident de vandalisme, aucune trace d'abandon forcé. Tout indiquait que les habitants étaient simplement partis. L'antagonisme de ce lieu ne se manifestait pas par d'étranges apparitions ou des bruits inquiétants. Il résidait dans l'absence, dans ces espaces vides qui semblaient attendre quelque chose ou quelqu'un. La cave restait fermée à clé par une épaisse porte en fer, différente de toutes les autres dans la maison. Il n'y avait pas de poignée ordinaire, seulement une vieille serrure industrielle soudée au cadre. Adrien remarqua des marques sur le sol, comme si quelque chose de lourd avait été traîné de là à une époque lointaine. Le vendeur local, un certain Luc Bernard, évitait de regarder directement la porte. Ses réponses étaient laconiques, trop pragmatiques pour quelqu'un qui s'occupait d'une propriété de cette taille. Quand Adrien l'interrogea sur le sous-sol, Luc se contenta de dire qu'il était vieux, instable et qu'il n'était pas prévu dans les plans de restauration initiaux de la maison. Adrien n'insista pas sur le moment, il préféra enregistrer mentalement le détail. Les jours suivants, les équipes commencèrent à arriver, ingénieurs, architectes, ouvriers locaux. L'atmosphère changea presque aussitôt. Des incidents mineurs se répétèrent, des outils disparaissaient, des chutes inexplicables se produisaient dans des zones stables, des ouvriers demandèrent des congés sans raison apparente. Pas d'accident grave, mais suffisamment pour créer un malaise. Adrien observait la situation à distance, logeant dans un hôtel voisin. Pour lui, la résistance humaine était monnaie courante dans les grands projets. Ce qui l'était moins, c'était la répétition des témoignages. Tous mentionnaient la même partie de la maison, sans même y avoir accès, la cave. Au cours de la 3e semaine, une inspection structurelle a révélé un problème inquiétant. Les fondations du manoir présentaient des irrégularités qui ne figuraient pas dans les documents d'origine.
Le sous-sol semblait avoir été agrandi à un moment donné sans que cela soit consigné. Les cloisons intérieures ne respectaient pas les normes architecturales de l'époque. Adrien décida de descendre lui-même. Non pas par curiosité, par souci de contrôle. La clé fut découverte dans un vieux coffre-fort, dissimulé derrière un panneau dans la bibliothèque. Aucun document n'indiquait son existence. Lorsque la porte en fer fut ouverte, l'air qui s'en échappa était froid et lourd, chargé d'une odeur métallique difficile à identifier. L'escalier descendait en colimaçon, éclairé seulement par des lanternes portatives. Les murs n'étaient pas de pierre ordinaire. On y voyait des marques, de profondes entailles et des symboles qui semblaient avoir été effacés de force. Le silence y était absolu, comme si aucun son n'avait été retiré de cet espace. Adrien fit le premier pas sans hésiter. Il restait convaincu d'avoir affaire à un problème structurel et non à une erreur qui s'était transmise de génération en génération. Et à cet instant précis, sans s'en rendre compte, elle avait franchi une limite que la maison elle-même semblait avoir imposée depuis des décennies. Le sous-sol n'était pas un espace unique, comme Adrien l'avait imaginé. Au bout de l'escalier en colimaçon, la pièce s'ouvrait sur d'étroits couloirs qui se ramifiaient sous l'hôtel particulier, formant une structure souterraine incompatible avec tout plan officiel conservé aux archives municipales françaises. Les murs étaient en pierre brute, mais leur disposition était irrégulière. Certaines parties semblaient avoir été creusées à la main, d'autres renforcées ultérieurement par de vieilles poutres de fer, déjà rongées par le temps. La lumière des lanternes révélait des marques laissées par des outils rudimentaires. Ce n'étaient pas les signes d'une construction soignée, mais de l'urgence. De profonds sillons, des morceaux arrachés à la hâte, comme si celui qui avait agrandi cet espace travaillait contre la montre, ou contre quelque chose qui bougeait. Adrien avançait en silence, accompagné seulement d'Étienne Roux, un ingénieur en structure locale, réputé pour son expertise des bâtiments anciens. Étienne n'était pas superstitieux, mais son attitude était différente. Il évitait de toucher les murs, respirant avec précaution, comme si l'air pouvait se charger d'instabilité à tout instant. « Ça n'a aucun sens », murmura-t-il, brisant le silence. À l'époque des travaux, ce type d'extension souterraine aurait nécessité une autorisation royale. Il n'existe aucune trace écrite, aucune. Adrien écoutait, mais restait concentré sur ses observations pratiques. Chaque couloir semblait mener à de petites pièces vides. Certaines avaient des chaînes fixées au mur, d'autres des crochets rouillés au plafond. Aucun objet ne portait de traces d'utilisation récente, mais l'usure suggérait une occupation répétée, et non un abandon immédiat. Au-dessus d'eux, le manoir demeurait immobile, comme si le monde d'en bas n'avait aucun lien direct avec les élégants halls et les hautes fenêtres. C'était cette déconnexion qui les troublait le plus. C'était comme si deux histoires différentes occupaient le même espace. À l'extérieur du manoir, les villageois les plus proches observaient la scène à distance. Les plus âgés évitaient d'évoquer la propriété. Interrogés, ils changeaient de sujet ou répondaient par des formules vagues, mentionnant toujours les anciens propriétaires, sans les nommer. Seule une femme âgée, Madeleine Fournier, accepta de parler. Elle connaissait l'histoire non par des documents, mais par la tradition orale. D'après Madeleine, la famille qui avait fait construire le manoir jouissait d'une excellente réputation, mais vivait étrangement isolée. Elle ne participait pas aux événements locaux, ne recevait pas de visiteurs et changeait d'employés avec une fréquence inhabituelle. Certains ouvriers disparaissaient tout simplement du village après avoir accepté le poste. Le nom de famille avait été effacé des registres à la suite d'un scandale jamais élucidé. Un incendie, des morts inexpliquées et un héritage morcelé entre des parents éloignés qui ne sont jamais revenus sur les lieux. Entre-temps, les personnages secondaires se dessinaient plus clairement au sein du manoir. Claire Dubois, l'architecte chargé de la restauration, manifestait un malaise croissant. Ses rapports devenaient plus courts, trop concis. Elle évitait de descendre à la cave, invoquant des raisons techniques, mais son regard était sans cesse attiré par la porte en fer, comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre d'elle-même. Luc Bernard, l'intermédiaire dans la vente, commença à éviter complètement les lieux.
Il invoquait des engagements constants, des appels téléphoniques urgents, des réunions impromptues. Sa motivation, jusque-là purement commerciale, commençait à se fissurer. Il en savait plus qu'il ne le laissait paraître, et Adrien le percevait clairement. Au cœur de tout cela, Adrien restait un personnage à part. Tandis que les autres réagissaient avec prudence, il persévérait. Pour lui, cet espace souterrain ne représentait pas une menace, mais un problème caché qu'il fallait résoudre. Pourtant, quelque chose commençait à perturber sa précision habituelle. De petits moments d'inattention, des nuits blanches, des rêves fragmentés de couloirs qu'il ne se souvenait pas avoir parcourus. L'environnement français, avec sa tradition de préservation du passé, se heurtait frontalement à la mentalité d'Adrien. Le manoir ne voulait pas être restauré. C'était le sentiment grandissant qu'il éprouvait. Chaque décision prise semblait engendrer une réaction silencieuse, presque organique. Le sous-sol, en particulier, cessa d'être un simple espace physique. Il devint un lieu de convergence. Tout, là-dessous, semblait avoir été conçu pour rester caché, non par oubli, mais par choix délibéré. Et plus Adrien avançait dans son enquête pratique, plus il devenait évident que le manoir n'était pas qu'une simple propriété abandonnée, c'était un héritage interrompu. Et il était sur le point de le réactiver. La réouverture du sous-sol a radicalement modifié le rythme des travaux. Dans les jours qui suivirent, le nombre d'ouvriers diminua sensiblement. Certains demandèrent à être immédiatement licenciés, d'autres ne revinrent tout simplement pas après leur service. Aucun ne donna d'explication claire. Leurs rares échanges évoquaient un sentiment constant d'être observé, comme si l'espace sous la maison était attentif aux moindres mouvements. Adrien réagit comme il le pouvait, en renforçant son contrôle. Il embaucha une nouvelle équipe, augmenta les salaires et instaura des horaires stricts. Les décisions furent rapides, presque brutales. Pour lui, le conflit n'était pas d'ordre émotionnel, mais opérationnel. Cependant, les obstacles ont commencé à devenir moins prévisibles. Lors d'une inspection nocturne, des capteurs installés au sous-sol ont indiqué des variations de température soudaines, concentrées dans des zones auparavant considérées comme stables. Aucune explication technique n'a été trouvée, aucun système de ventilation actif, aucune fuite détectable. Pourtant, le froid apparaissait et disparaissait sans raison apparente. Étienne, l'ingénieur, entreprit de consulter de son propre chef les anciens dossiers municipaux. Il y découvrit des références éparses à des affaires archivées, des plaintes jamais formalisées et des rapports peu concluants concernant le manoir. Dans l'un de ces documents, il était question d'un « espace de confinement souterrain », une expression vague mais récurrente. Entre-temps, Claire commença à confronter Adrien directement, non pas par de longues discussions, mais par des remarques acerbes, presque toujours liées à la sécurité. Elle insistait pour que certaines zones du sous-sol soient isolées. Adrien refusait. Chaque refus engendrait une tension latente entre eux, un conflit de vision, préservation contre domination. Le sous-sol, à son tour, révéla de nouveaux éléments. L'une des pièces latérales, auparavant vide, portait désormais des traces récentes au sol, comme si quelque chose y avait été déplacé. Aucun registre d'entrée n'était disponible. Les caméras n'avaient filmé personne. Pourtant, la fine poussière accumulée avait manifestement été déplacée, formant des traînées irrégulières. Les personnages secondaires commencèrent à influencer directement le conflit principal. Un ouvrier, Julien Martel, désobéit aux ordres et descendit seul à la cave en pleine nuit. On le retrouva des heures plus tard, assis contre le mur, incapable d'expliquer ce qu'il avait vu. Il était indemne, mais son état mental se détériora rapidement. Il répétait sans cesse que la maison lui rappelait quelque chose. Cet épisode a marqué un tournant. Le conflit ne portait plus uniquement sur la restauration du manoir, mais sur la maîtrise du récit. Adrien a commencé à dissimuler des informations. Les rapports étaient manipulés, les incidents minimisés. Il ne voulait aucune ingérence extérieure, ni des autorités, ni d'experts indépendants. L'antagonisme, auparavant diffus, commençait à se concentrer.
Il n'y avait pas d'ennemi visible, mais une force qui réagissait à chaque tentative d'intervention. Chaque fois qu'on retirait quelque chose du sous-sol, une autre anomalie apparaissait ailleurs. Chaque fois qu'on isolait une zone, des bruits métalliques se faisaient entendre de l'autre côté du mur. Le village réagit à sa manière. Les habitants commencèrent à éviter la route menant au manoir. De petits symboles apparurent sur les clôtures voisines, de simples marques au fusain reprenant d'anciens motifs que Madeleine reconnut dans les contes de son enfance. C'étaient des signes d'avertissement, non des superstitions. Adrien les a tous ignorés. Son implication dans la demeure cessa d'être professionnelle et devint personnelle. Il commença à moins dormir, à y passer plus de temps et à descendre seul au sous-sol. Il observait, mesurait et prenait des notes, comme s'il pouvait réduire le problème à des données concrètes. Mais le conflit n'a pas suivi cette logique. Lors de l'inspection finale de la semaine, un mur s'est partiellement effondré, révélant une chambre encore plus ancienne, scellée par des pierres gravées de symboles presque effacés. Ils n'avaient rien de religieux. Ils étaient fonctionnels, des marques de confinement. Là, Adrien réalisa quelque chose pour la première fois. Le sous-sol n'était pas en train d'être découvert. Il était libéré. Et chaque action entreprise pour faire avancer le travail n'a fait qu'aggraver le conflit, poussant l'histoire à un point où le repli n'était plus une option viable. À mesure que les fouilles au sous-sol progressaient, des conflits parallèles émergèrent, s'entremêlant au problème central du manoir. Aucun n'était isolé. Chaque intrigue secondaire semblait réagir, directement ou indirectement, aux décisions d'Adrien, tissant un réseau de conséquences qui se resserrait peu à peu autour de lui. Claire Dubois fut le premier point de discorde. De sa propre initiative, elle entreprit d'examiner d'anciens plans de la région à la recherche de schémas similaires dans d'autres propriétés françaises de la même époque. Elle découvrit des références à des structures souterraines non répertoriées, construites en zone rurale, sous couvert de caves ou de galeries de service. Dans tous les cas, ces constructions avaient été abandonnées après de graves incidents, presque toujours suivis d'incendies ou de décès attribués à des accidents. Cette découverte mit Claire en conflit direct avec Adrien. Elle ne réclamait plus d'ajustement technique, mais un arrêt temporaire des travaux. Son argument était simple. Il y avait là quelque chose qui dépassait le cadre de la restauration. Adrien refusa de nouveau. Pour lui, arrêter les travaux signifiait perdre le contrôle du projet et, plus encore, admettre qu'il y avait un problème qui échappait à ses compétences de gestion. Entre-temps, Étienne approfondit ses recherches dans les archives historiques. Il y découvrit des mentions éparses d'une ancienne confrérie locale, officiellement dissoute au début du XXe siècle. Aucun document précis ne décrivait son fonctionnement. Seuls des récits indirects faisaient état de réunions discrètes et d'un compromis de retenue. Le manoir figurait sur les cartes anciennes comme un point stratégique, non résidentiel. Cette révélation a complexifié le conflit. La question du sous-sol, autrefois une décision isolée de la famille d'origine, s'est inscrite dans un contexte plus large, collectif. Étienne a tenté d'avertir Adrien, mais s'est heurté à une forte résistance. Toute information ne menant pas à une solution concrète a été écartée. Pendant ce temps, le village réagissait discrètement, mais de manière organisée. Après sa conversation avec Adrien, Madeleine fut évitée par ses voisins. De petits rituels refirent leur apparition. Des bougies allumées aux fenêtres au crépuscule, des objets métalliques accrochés aux portes. Point de panique, seulement des préparatifs. À l'intérieur du manoir, de nouvelles tensions apparurent parmi les ouvriers restants. Certains refusèrent de travailler à certaines heures. D'autres dirent entendre des bruits de pas provenant de zones déjà isolées. Ces intrigues secondaires, sans pour autant détourner l'attention du récit principal, accentuèrent la pression sur Adrien, créant ainsi une échéance implicite. Le travail ne pouvait plus se poursuivre à ce rythme. Adrien lui-même commençait à montrer des signes de fatigue, de petites coupures sur ses mains, sans qu'il se souvienne comment elles étaient apparues. Ses affaires personnelles avaient changé de place dans son bureau improvisé.
Il n'en parlait à personne, mais il notait tout. Il avait transformé l'inexplicable en routine. Une intrigue secondaire plus subtile se déroulait silencieusement. Le manoir semblait réagir différemment à la présence d'Adrien. Tandis que les autres éprouvaient de la peur, il ressentait une familiarité troublante. Les couloirs du sous-sol semblaient se réorganiser presque imperceptiblement en son absence, comme s'il reconnaissait sa volonté d'aller de l'avant. La pression du temps devint inévitable lorsque les autorités municipales annoncèrent une inspection inopinée, suite à des plaintes anonymes. Adrien n'avait que quelques jours pour présenter des rapports convaincants et dissimuler ce qu'il ne comprenait toujours pas pleinement. Les intrigues secondaires se rejoignaient. Claire songeait à abandonner le projet. Étienne accumulait trop de preuves pour les ignorer. Le village se préparait à un événement indicible. Et Adrien, au cœur de tout cela, avançait avec la conviction dangereuse de celui qui croit que dominer un lieu équivaut à le comprendre. Tous les fils narratifs convergeaient vers un seul point. Le manoir n'était pas soumis à la pression du temps. C'était le temps qu'on repoussait. Le tournant ne s'est pas produit brutalement. Il s'est installé comme une erreur silencieuse et accumulée jusqu'à devenir impossible à ignorer. Le matin de l'inspection municipale, Adrien décida d'aller au-delà du plan initial. Il ordonna le retrait partiel des pierres sculptées qui scellaient la chambre nouvellement découverte au sous-sol. Aucune autorisation officielle, aucune équipe complète, seulement lui, Étienne et 2 ouvriers qui acceptèrent de descendre pour un salaire double. La première pierre retirée révéla une surface métallique derrière le vieux mur. Il ne s'agissait pas d'une porte ordinaire, mais d'une structure de soutènement renforcée, soudée de l'intérieur vers l'extérieur. Cela défiait toute logique architecturale. Celui qui l'avait construite n'avait pas l'intention d'empêcher l'entrée, mais d'empêcher quelque chose de sortir. À mesure que l'ouverture progressait, l'air du sous-sol devint dense, lourd, imprégné d'une odeur mêlée de rouille et de matières organiques anciennes. Les capteurs tombèrent en panne presque instantanément. Les lampes torches se mirent à clignoter, non pas par manque de puissance, mais comme si l'environnement interférait directement avec leur fonctionnement. Puis, la révélation. Derrière la structure de confinement se trouvait une pièce circulaire, bien plus ancienne que le manoir. Les murs étaient couverts d'inscriptions répétitives, gravées en strates successives, comme si différentes générations avaient, au fil du temps, renforcé les mêmes symboles. Au centre, un puits asséché, trop profond pour que la lumière puisse en atteindre le fond. Étienne reconnut certaines inscriptions, non pas comme un langage religieux, mais comme des instructions, des avertissements techniques, des protocoles. Avant qu'il n'ait pu dire un mot, un des ouvriers s'effondra à genoux. Non pas de douleur, mais de reconnaissance. D'une voix trop ferme pour quelqu'un pris de panique, il déclara que cet endroit existait avant la maison, avant le village, que le manoir n'avait pas été construit là par hasard, mais par nécessité. Adrien ressentit quelque chose de différent, ni peur, ni surprise, de la clarté. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens commencèrent à émerger par fragments, des hommes scellant le puits, d'autres notant à la hâte des symboles, des feux utilisés pour effacer les traces, des héritiers sommés de ne pas toucher à la cave, de ne pas l'ouvrir, de ne pas enquêter. Ce n'était pas une maison, c'était un penthouse. Le véritable tournant s'est produit lorsqu'Adrien a réalisé que ces images correspondaient parfaitement à ses décisions récentes. Il n'avait pas choisi le manoir par hasard. Dès le début, il avait ressenti une attirance trop pragmatique pour être rationnel. L'inspection n'a jamais eu lieu. Les autorités municipales sont arrivées sur la route menant au manoir et ont simplement rebroussé chemin, sans enregistrer leur visite ni fournir d'explications officielles. Les traces numériques de cette visite ont disparu des systèmes locaux, comme si l'administration elle-même avait été court-circuitée. Claire tenta de le confronter ce soir-là, non pas avec des arguments techniques, mais en constatant simplement que le projet n'était plus une restauration. Adrien ne le nia pas. Pour la première fois, il admit qu'il n'avait plus l'intention de vendre ni de transformer la demeure. Elle avait rempli sa fonction initiale bien trop longtemps.
À présent, elle avait besoin de quelqu'un qui veuille bien la maintenir active. L'antagonisme révéla sa véritable nature. Il ne s'agissait ni d'une entité détachée, ni d'un phénomène aléatoire. C'était quelque chose de contenu, entretenu par des décisions humaines successives. Et Adrien était au cœur du prochain choix. Il ordonna de fermer temporairement l'ouverture, mais pas de la sceller complètement, suffisamment pour contenir, pas pour dissimuler. Ce faisant, il prit pleinement conscience de la révélation qui redéfinissait toute l'histoire. Le manoir ne réagit pas à sa présence. Elle l'avait choisi. Les conséquences de ce qui fut révélé au sous-sol ne se manifestèrent pas immédiatement, mais par vagues successives. Le manoir sembla absorber le choc de l'ouverture partielle, se réorganisant silencieusement. Rien n'explosa, rien n'émergea. Pourtant, chacun sentait que quelque chose avait été déplacé de son équilibre. Adrien imposa de nouvelles règles. L'accès au sous-sol lui était désormais réservé. Des caméras supplémentaires furent installées, mais aucune ne fonctionnait plus de quelques heures d'affilée. Les enregistrements étaient défectueux, avec des coupures abruptes et des secondes entières manquantes. Adrien accepta cela sans sourciller. Pour lui, ces lacunes faisaient partie intégrante du système. Claire a réagi à l'inverse. Elle a demandé son retrait immédiat du projet. Sa décision n'était pas dramatique, mais ferme. Avant de partir, elle a laissé un simple rapport sur le bureau d'Adrien. Il ne contenait ni plan, ni calcul, juste une phrase manuscrite. « Maintenir n'est pas la même chose que contrôler ». Adrien n'a pas répondu. Étienne, pour sa part, s'efforça de rationaliser ce qu'il avait vu. Il commença à comparer les symboles de la cave avec des marques trouvées dans d'autres régions de France, notamment dans des zones liées aux anciennes routes commerciales et des régions isolées. Il en conclut que la confrérie mentionnée dans les archives ne visait ni à vénérer ni à protéger un objet sacré, mais à maintenir un équilibre forcé, un pacte tacite, renouvelé de génération en génération. Le village en ressentit les effets de manière plus concrète. Les animaux commencèrent à disparaître. Aucun corps, aucune trace d'attaque, seulement l'absence. De petites pannes de courant devinrent fréquentes. Les horloges s'arrêtaient simultanément à certaines heures du matin. Personne ne fit officiellement le lien entre ces événements et le manoir, mais chacun savait où chercher. Isolé au cœur de tout cela, Adrien commença à ressentir de subtils changements physiques. Son rythme cardiaque ralentit lorsqu'il descendit au sous-sol. De petites blessures guérissaient trop vite. Il n'en fit aucun commentaire, mais nota les dates, les heures et les réactions. Il considérait son propre corps comme une extension de l'expérience. Les relations se détérioraient. Les ouvriers restants travaillaient dans un silence absolu. Il regardait Adrien avec un respect tendu, presque une vénération. Non par autorité, mais par reconnaissance de quelque chose d'indéfinissable. Il était le seul à être resté intact après de longues expositions au sous-sol. La réaction la plus troublante venait de la structure même du manoir. De petites fissures qui avaient suscité des inquiétudes commencèrent à se refermer. Des portes bloquées se remirent à fonctionner sans intervention. La maison semblait stable. Non pas restauré, mais aligné. Adrien comprit alors que ces actions avaient déclenché un processus irréversible. Il n'était plus possible de revenir à l'état de confinement passif antérieur. Le système s'était adapté à sa présence. Il n'avait pas complètement libéré ce qui se trouvait au sous-sol, mais il n'était plus seulement un gardien temporaire. Il était devenu partie intégrante du mécanisme. Les conséquences ultimes de ce tournant étaient claires, même si elles restaient tacites. Toute tentative d'y renoncer à présent aurait des effets imprévisibles. Le manoir exigeait la continuité. Et Adrien, pour la première fois de sa vie, était confronté à quelque chose qu'il ne pouvait ni vendre, ni externaliser, ni résilier par contrat. Adrien comprit qu'il était vain de résister au rôle qu'on lui imposait. Le surmonter ne passerait pas par le déni, mais par l'adaptation. Pour la première fois depuis le début du projet, il cessa d'agir comme un investisseur et commença à agir comme un gestionnaire d'un bien qui n'était pas à vendre. Il a réorganisé le fonctionnement du manoir.
Il a définitivement annulé tout projet d'ouverture au public, suspendu les contrats restants et réduit la présence humaine au strict minimum. Ce n'était pas un retrait chaotique, mais stratégique. Chaque départ semblait apaiser les tensions, comme si la maison acceptait la décision. Adrien commença à étudier méthodiquement les symboles du sous-sol. Il ne cherchait pas à en déchiffrer le sens abstrait, mais à en comprendre le fonctionnement. Il découvrit des motifs répétitifs près du puits central, indiquant des cycles de renforcement et des périodes de silence absolu. Le confinement n'était pas permanent. Il fallait le renouveler. Cette prise de conscience a radicalement changé son comportement. Il a cessé d'agir sans préparation. Chaque descente dans les sous-sols était désormais précédée d'une planification minutieuse, de documents et de limites clairement définies. L'homme qui jadis brisait les barrières les respectait désormais. Cette évolution ne résulta pas de discours intérieurs, mais d'actions concrètes. Adrien entreprit de restaurer certaines parties du manoir, non pour des raisons esthétiques, mais pour en rétablir l'équilibre structurel. Il condamna les passages qui semblaient instables, consolida les vieux murs sans altérer les symboles, respectant leur emplacement d'origine. La maison réagit presque instantanément, se stabilisant d'elle-même, après chaque intervention judicieuse. Ses effets physiques changèrent également. La fatigue qui l'accablait auparavant laissa place à une endurance inhabituelle. Il pouvait rester longtemps au sous-sol sans ressentir les symptômes qui affectaient les autres. Il ne se sentait pas plus fort, simplement en forme. Étienne demeurait le seul allié conscient. Ensemble, ils réexaminèrent les archives historiques avec un regard neuf. Ils découvrirent que les anciens propriétaires du manoir n'étaient ni des héros, ni des victimes, mais les dépositaires d'un héritage indésirable. Leur succès avait été de perpétuer le cycle sans attirer l'attention. Adrien finit par comprendre l'erreur commise par ses prédécesseurs. Ils avaient considéré le confinement comme un fardeau. Lui, il commença à le considérer comme un système. La transformation est devenue visible lorsqu'il a pris la décision la plus difficile: détruire les parties du manoir qui ne faisaient pas partie de la structure d'origine harmonieuse. Des pièces entières ont été condamnées, non par crainte, mais par nécessité. La maison devait être réduite à l'essentiel. Le village remarqua le changement. Les problèmes cessèrent. Les animaux revinrent. Le silence de la nuit n'était plus oppressant. Il n'y eut pas de gratitude explicite, seulement de l'acceptation. Adrien n'avait trouvé sa place, même s'il n'était pas compris. Il ne se considérait ni comme un élu, ni comme un sauveur. Simplement comme quelqu'un qui avait compris trop tard le prix de l'ignorance, mais assez tôt pour éviter pire. Le triomphe d'Adrien ne résidait pas dans la conquête de ce qui se trouvait au sous-sol. Il s'agissait d'apprendre à vivre avec sans répéter les erreurs du passé. La stabilité instaurée par Adrien n'apporta pas de soulagement durable. Au contraire, elle révéla une tendance inquiétante. Les relevés du sous-sol indiquaient un raccourcissement des cycles de confinement. L'intervalle entre les renforts diminuait, comme si ce qui était scellé réagissait à la présence continue d'un nouveau responsable. Adrien comprit que le manoir nécessitait non seulement de l'entretien, mais aussi des mesures décisives. Les symboles près du puits ont commencé à se détériorer plus rapidement que prévu, même sans intervention physique. De petites fissures réapparaissaient constamment aux mêmes endroits, indiquant une limite structurelle qu'il était impossible de renforcer indéfiniment. L'ancien système atteignait ses limites. Étienne confirma ce qu'Adrien soupçonnait déjà. Aucun des précédents responsables n'avait été confronté à cette phase. Les archives historiques s'arrêtaient avant ce point. Incendies, abandons et décès coïncidaient toujours avec le moment où le confinement devenait intenable. La préparation a nécessité des choix irréversibles. Adrien a procédé à la résolution définitive des intrigues secondaires. Il a ordonné à Étienne de quitter la région, emportant avec lui des copies des documents, non pas pour prendre ses distances, mais par précaution. En cas de problème, il fallait que quelqu'un sache ce qui se passait réellement.
Le manoir manifestait des signes évidents de tension. Les portes grinçaient sans le moindre souffle de vent. Le puits émettait des vibrations presque imperceptibles, ressenties davantage dans le corps que dans l'oreille. Le monde souterrain semblait exiger la présence constante d'Adrien, comme s'il était le seul à pouvoir lui conférer un équilibre. Il a commencé les préparatifs matériels et logistiques. Des stocks de provisions ont été constitués. Des générateurs indépendants ont été installés, même en sachant qu'ils pouvaient tomber en panne. Il ne s'agissait pas de confiance, mais de sécurité. Le village s'endormit dans un silence de veille. On ralluma les bougies aux fenêtres. On évitait les routes secondaires. Personne ne cherchait Adrien. Personne n'essayait de l'arrêter. La préparation était collective, même si elle manquait de coordination. Adrien effectua une dernière inspection minutieuse du manoir, au-dessus du sous-sol. Chaque pièce avait désormais une fonction bien définie ou était condamnée. Plus rien de superflu ne subsistait. La maison était redevenue ce qu'elle avait toujours été, une structure de confinement aux allures d'habitation. Au centre du sous-sol, face au puits, Adrien comprit ce que les symboles ne disaient pas explicitement. Le système n'avait pas été conçu pour durer indéfiniment. Il avait été créé pour gagner du temps, et le temps était écoulé. La préparation au point culminant ne consistait pas à affronter ce qui se cachait en dessous. La décision consistait à déterminer si le cycle s'arrêterait avec lui ou s'il serait transféré d'une manière encore plus dangereuse. Le point culminant a commencé sans prévenir. Il n'y eut ni secousse ni explosion. Un silence absolu, plus profond que tout ce qu'Adrien avait jamais connu dans le manoir. Le puits, si vibrant jusque-là, s'éteignit complètement. Les symboles sur les murs s'assombrirent au même instant, comme s'ils avaient absorbé toute la lumière. Adrien était seul au sous-sol. Il comprit que cette absence de réaction était le véritable point critique. Le système n'était pas défaillant. Il était en attente. En s'approchant du puits, il réalisa qu'il ne ressentait plus le froid habituel. L'air était devenu neutre, presque familier. La lampe torche n'éclairait que quelques mètres, mais quelque chose avait changé dans les profondeurs. Pour la première fois, l'obscurité ne lui semblait plus infinie. Puis vint le tournant. Le puits ne contenait ni une entité unique, ni une force amorphe. C'était un espace de transfert, un point où il fallait maintenir un équilibre constant, non par des barrières physiques, mais par une présence humaine continue. L'erreur des générations précédentes avait été de confondre confinement et isolement. Le système devait être remplacé. Les symboles ne s'effacèrent pas. Ils se reconfigurèrent lentement, se réorganisant pour former un nouveau motif. Un motif qu'Adrien reconnut sans l'avoir jamais vu auparavant. Il correspondait exactement aux notes qu'il prenait depuis des semaines. Ses emplois du temps, ses réactions, ses décisions. Il n'avait pas été choisi au hasard. La transformation du protagoniste devint visible au moment décisif. Adrien cessa de résister à la logique dominante. Au lieu de tenter de sceller à nouveau le puits, il leva les dernières barrières physiques permettant à l'espace de se stabiliser autour de sa présence. Le sous-sol a réagi immédiatement. Les vibrations ont cessé, les fissures se sont refermées. Le manoir, situé au-dessus, est resté intact. Adrien ne fut ni consumé ni détruit. Il devint le point de confinement. Le dénouement final révéla la macabre vérité. Le manoir n'avait pas besoin de gardien temporaire, mais d'un administrateur permanent, quelqu'un qui acceptait de coexister au sein du système sans chercher à le dominer ni à s'en échapper. Au moment où Adrien se plaça au centre du cercle symbolique, il comprit que sa vie n'avait été qu'une suite de préparations inconscientes à ce rôle. Contrôle, isolement, décision froide. Tout s'imbriquait parfaitement. Le conflit central a été résolu, mais à un prix élevé. Adrien n'est plus seulement un homme, elle devint le dernier rempart. Le manoir demeura silencieux après l'événement survenu au sous-sol. Un silence non pas oppressant, mais fonctionnel. La structure extérieure ne présentait aucun dommage visible.
Aucun effondrement, aucun signe extérieur ne laissait présager un événement extraordinaire. Pour un observateur extérieur, il ne s'agissait que d'une vieille demeure perdue dans la campagne française. Adrien Moreau n'a jamais quitté le manoir. Aucun document officiel n'a été établi concernant sa disparition. Ses biens ont été redistribués conformément aux clauses automatiques de ses contrats, activées en cas d'inactivité prolongée. Les entreprises ont continué à fonctionner sans sa présence directe. Le monde extérieur a poursuivi son cours, indifférent aux agissements de l'administration. Dans le village, les effets se firent sentir progressivement. Les dysfonctionnements cessèrent complètement. On ne constata plus de disparition d'animaux ni de troubles nocturnes. La route menant au manoir fut de nouveau empruntée, bien que personne ne s'approchait trop près du portail principal. La maison était respectée, non plus crainte. Étienne, de loin, suivait le déroulement des événements avec une attention contenue. Ses dossiers restaient confidentiels, non par peur, mais par responsabilité. Il comprenait désormais que divulguer cette histoire ne lui apporterait aucun avantage. Certains systèmes n'exigent pas d'exposition, seulement la continuité. À l'intérieur du manoir, la transformation d'Adrien n'était pas visible au sens humain du terme. Aucun mouvement constant, aucun signe de vie conventionnel. Pourtant, le confinement restait actif. Le sous-sol demeurait stable. Les symboles, désormais réorganisés, ne portaient aucune trace d'usure. La conséquence ultime est devenue évidente au fil des mois. La maison n'avait plus besoin de cycles de suralimentation. Le système avait trouvé son point d'équilibre définitif. Adrien ne fut plus considéré ni comme une victime, ni comme un héros. Son nom tomba pratiquement dans l'oubli. Aux yeux du monde, il s'était simplement retiré des affaires. Mais à long terme, l'effet de leurs actions fut indéniable. La menace qui avait exigé des générations de sacrifices fut neutralisée, non par la destruction, mais par l'intégration. La demeure a rempli sa fonction discrètement, sans crise, sans urgence. Et ce coût avait été intégralement payé par un homme qui croyait contrôler les espaces, jusqu'à ce qu'il comprenne que certains espaces n'existent que pour contenir ce qui ne peut être enlevé. Des années plus tard, un nouvel acquéreur tenta de racheter la demeure. Les négociations n'aboutirent jamais. Des documents disparurent, des échéanciers furent inexplicablement modifiés et l'intérêt s'évanouit sans raison apparente. Rien ne put empêcher la vente, seulement l'absence totale de continuité. Certaines nuits, les villageois affirmaient apercevoir une faible lueur souterraine, constante et immobile. Elle ne vacillait pas, elle ne se propageait pas, elle demeurait simplement. Le manoir demeurait là, intact, silencieux, remplissant sa fonction, et le sous-sol ne fut plus jamais rouvert. Ce genre d'histoire ne vise pas seulement à effrayer, elle invite à réfléchir aux limites du contrôle humain, au prix de l'ignorance du passé et aux décisions qui, sans le dire, façonnent l'avenir. Si ce récit vous a mis mal à l'aise ou a suscité des interrogations, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Croyez-vous qu'Adrien ait eu un véritable choix, ou a-t-il simplement endossé un rôle qui l'attendait depuis toujours? Que feriez-vous si vous découvriez qu'il faut préserver quelque chose au lieu de le détruire? Donnez votre avis, partagez cette histoire avec ceux qui apprécient les récits sombres, et si vous souhaitez suivre d'autres histoires réalistes pleines de mystères et aux fins surprenantes, continuez à nous suivre. Certains endroits n'ont pas besoin de visiteurs. Ils demandent de la continuité.